L'affaire du jour est unique en son genre puisque nous allons aller à la rencontre de la communauté Amish aux États-Unis. Et il faut savoir que depuis leur arrivée aux États-Unis, il y a 250 ans, seuls 3 homicides y ont été perpétrés. Plongés au cœur de cette communauté très secrète, nous allons plus particulièrement découvrir le fonctionnement d'un sous-groupe, l'un des plus rigoristes, et du piège qui s'est refermé des années durant sur l'un de ses membres. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Barbara Weaver. J'aimerais exceptionnellement profiter de l'intro pour vous remercier pour tous vos messages sous nos dernières vidéos. Alors on ne peut pas répondre à tous, mais sachez que vous lire est toujours un plaisir. Merci pour vos encouragements. Dès que j'ai une baisse de morale, que je suis fatiguée, hop, je vous lis et ça ne loupe pas. Je me remets aussitôt au boulot. Alors merci. Commençons. Qui sont les Amish ? C'est un groupe chrétien d'origine germanique au mode de vie simple et austère, dont les membres ont la particularité de se tenir à l'écart de la société, du progrès technologique aussi, et la religion, l'entraide, la famille et le travail sont des valeurs essentielles pour eux. Et la femme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Barbara Weaver. Sa famille est membre de la congrégation Andy Weaver de l'ancien ordre Amish. C'est un sous-groupe des Amish, l'un des plus conservateurs, avec des règles très strictes concernant par exemple la conduite d'automobile, l'utilisation de l'électricité par exemple, et c'est pareil pour les nouvelles technologies. Ils vivent donc au rythme de la nature. Et dans la congrégation Andy Weaver, les hommes ainsi que les femmes ont des rôles bien distincts. Les hommes et les garçons travaillent à la ferme, tandis que les filles aident leur mère aux tâches ménagères. Et comme la plupart des femmes Amish, Barbara n'est allée à l'école que jusqu'en 8e année, l'équivalent de la 4e en France. Lorsqu'elle était enfant, elle était très croyante, douce et rêveuse aussi, en sachant que son plus grand rêve était de devenir un jour une épouse et une mère. C'était quelqu'un de très simple, de très fleur bleue. Elle était passionnée par la lecture de nouvelles Amish, ainsi que des romans d'amour chrétiens. Elle rêvait, en lisant, d'un jour, rencontrer son prince charmant. Et Barbara n'était pas seulement belle de l'intérieur, elle était décrite comme une très jolie jeune femme. Elle mesurait environ 1m72, elle avait un joli visage rond, de longs cheveux blonds, cheveux qu'elle n'avait jamais coupés comme la plupart des femmes Amish. Et malheureusement, il n'existe aucune photo de Barbara, tout simplement parce que les Amish du sous-groupe Andy Weaver n'ont pas le droit de se faire prendre en photo. Alors, j'ai demandé à mon ami d'utiliser une intelligence artificielle. Je lui ai donné les renseignements de sa description que je vous ai donnés. Voici quels ont été les résultats et j'ai choisi cette femme. Voilà. En connaissant son histoire, c'est plus cette photo-là qui m'a attirée. Et en grandissant, son rêve de rencontrer un homme responsable qui serait un bon père de famille et qui subviendrait aux besoins de sa famille ne l'a jamais quitté. Et c'est à 18 ans, en 1998, qu'elle croit enfin l'avoir rencontré en la personne d'Ellie Weaver. Et sachez qu'énormément de personnes de cette communauté portent le nom de famille Weaver, mais ils ne sont pas de la même famille, simplement ils appartiennent à la même communauté. Et Ellie Weaver, c'est un jeune homme du même âge, et lui aussi est membre de la congrégation Andy Weaver. Ils se connaissent depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes, et Ellie, il est vrai, ne laissait personne indifférent, il était populaire, extraverti et charismatique. Enfant, il était très turbulent et adolescent, il avait eu des ennuis pour avoir fait des choses interdites, mais qui d'un point de vue extérieur paraissent tout à fait normales, comme par exemple aller au cinéma, porter des vêtements modernes, posséder un appareil photo ou encore un téléphone portable. Et comme son frère et son père étaient des ministres importants de la communauté, il était toujours protégé et il s'en sortait toujours. Et c'est ce qui aurait, a priori, forgé son caractère, cette sorte de protection. En plus de se croire tout permis, il était égocentrique. C'est donc à l'adolescence que Barbara et lui ont commencé à se fréquenter, mais pas n'importe comment. Sachez que c'est quelque chose de très encadré dans leur communauté. Pour des raisons de vertu, les tourtereaux ne doivent jamais être seuls.
ils sont encouragés pour apprendre à mieux se connaître, à partager des activités de groupe. Alors Ellie et Barbara se sont mis à participer ensemble au chant du dimanche soir. Ce sont des soirées organisées tous les dimanches qui permettent à tous les jeunes célibataires amish en âge de se marier de se réunir afin de favoriser les rencontres. Au cours de ces soirées, les jeunes dînent, dansent et chantent ensemble. Barbara et Ellie ont aussi partagé de longues promenades en buggy, ce sont des sortes de calèches, et ils avaient l'autorisation d'être deux puisque les promenades en buggy étaient autorisées par la communauté. Et donc, ça leur a permis de se rapprocher davantage. Et le couple, il est vrai, se complétait très bien. Barbara était douce et réservée, alors qu'Ellie, lui, était sympathique et extravertie. Mais Barbara semblait beaucoup plus en adéquation avec le mode de vie de sa communauté qu'Ellie. Par exemple, pendant sa Rumspringa, alors la Rumspringa, c'est une période qui commence à l'âge de 16 ans et qui peut se prolonger jusqu'à la vingtaine, période pendant laquelle les jeunes Amish qui ne sont pas encore baptisés et donc pas encore soumis à l'ordnung, l'ordnung ce sont les ensembles des règles qui régissent la vie quotidienne des Amish, et bien pendant cette période, ils peuvent expérimenter le monde extérieur en conduisant par exemple une voiture, en faisant la fête ou en portant des vêtements d'anglais. Anglais, c'est le nom donné aux personnes non Amish et bien d'autres choses encore. Et pendant sa Rumspringa, Barbara était restée très sage. Ses seules folies étant quelques soirées pyjama entre copines et des virées au fast-food du coin. En revanche, Ellie, lui, ne s'était pas privée pour porter des vêtements d'anglais, pour faire la fête, boire beaucoup d'alcool et consommer des substances illicites. Et il faut savoir qu'à l'issue de leur Rumspringa, les jeunes Amish sont amenés à prendre une décision. Soit ils font le choix d'être baptisés, et ils adhèrent ainsi à l'ordnung, soit ils décident de quitter la communauté Amish. Pour Barbara, il était clair qu'elle se ferait baptiser et qu'elle resterait Amish, alors que pour Ellie, ce n'était pas si sûr. Il a toujours été attiré par le monde extérieur, et son cœur balançait. Mais après 1 an de relation, il va finalement décider de se baptiser, et c'est l'année suivant leur rencontre, en 1999, que le couple se marie. Barbara est alors folle de joie, elle concrétise enfin son rêve de devenir une épouse. Ne lui reste plus qu'à réaliser son autre rêve, devenir mère et ainsi fonder sa propre famille. Rêve qui ne tardera pas à se réaliser puisque le couple aura 5 enfants. Et concernant le fonctionnement du foyer, il était typique de la communauté. Ellie travaillait pour subvenir aux besoins de la famille et Barbara s'occupait de la maison. Et comme toutes les femmes Amish, elle était soumise à son mari considéré comme le chef de famille et qui détenait à lui seul le pouvoir décisionnaire. Et sachez que le divorce étant interdit dans la communauté, dans le cas où une femme se retrouve avec un mari abusif, eh bien elle n'avait aucun échappatoire. Elle devait ainsi souffrir en silence, et ce, pour le reste de sa vie. Et pendant les 7 premières années, le couple file le parfait amour et Barbara vit un rêve éveillé. Mais malheureusement, le réveil sera brutal. Ellie va se lasser et montrer un tout autre visage, bien plus sombre. Pendant que les autres hommes Amish se concentrent sur leur famille, Ellie, lui, est rarement à la maison et il multiplie les aventures. En plus de ça, il est extrêmement radin et pourtant sachez qu'il gagne confortablement sa vie puisqu'il possède un magasin d'articles de chasse qui marche très bien au sein de la communauté. Mais ce radin pathologique refusait catégoriquement de lui donner le moindre sou, et ce, même pour faire des courses alimentaires pour les enfants. Au début, il partageait son argent, et puis quand il s'est lassé, il a récupéré toutes ses billes. Et la pauvre femme devait se battre pour obtenir le moindre centime. Alors, quand c'était au tour de Barbara de préparer des tartes, la pauvre arrivait à l'église les mains vides, et elle était morte de honte. Et on sait aujourd'hui que le contrôle de l'argent est très courant dans les relations abusives. Sans compter qu'à la maison, l'atmosphère était tendue. Ellie maltraitait sa pauvre femme en présence de leurs enfants, mais Barbara, profondément croyante, ne se plaignait jamais et elle restait forte. C'était là, selon elle, son devoir d'épouse que de supporter les débordements de son mari.
Et comme si ça ne suffisait pas, Ellie lui imposait des pratiques intimes humiliantes. Impossible pour Barbara, qui était pourtant très chaste, d'y échapper. Ellie n'hésitait pas à recourir à la force pour obtenir ce qu'il voulait. Alors avec le temps, Barbara est devenue de plus en plus malheureuse, mais elle faisait de son mieux pour le cacher à ses enfants qu'elle aimait plus que tout. C'était une bonne mère, elle était douce et patiente avec eux, toujours le sourire aux lèvres, et les petits aimaient par-dessus tout leur maman et ils avaient beaucoup de respect pour elle. Et si les membres de sa communauté avaient bien remarqué qu'elle était maltraitée, seuls ses plus proches connaissaient l'ampleur de ce qu'elle endurait. Elle avait beaucoup trop honte pour se confier à qui que ce soit d'autre qu'une poignée de proches. Et elle a pensé se plaindre aux autorités de sa communauté, mais finalement elle y a renoncé, puisqu'elle sait d'expérience qu'on lui aurait probablement demandé ce qu'elle avait fait de mal pour que son mari se comporte ainsi avec elle, et qu'on lui aurait conseillé de faire plus d'efforts encore pour apaiser la situation. Alors Ellie, conscient de tous ses privilèges, était en roue libre avec ses maîtresses, au point qu'un jour, il a été surpris par un membre de la communauté en plein ébat dans son magasin avec l'une de ses maîtresses. Pris sur le fait, il n'a pas eu le choix, il a dû avouer sa faute et se repentir auprès des autorités de sa communauté, une véritable humiliation pour la pauvre Barbara. Et son péché, aussitôt avoué, a été pardonné. Puis, en 2006, soit 7 ans après le mariage, Ellie décide de tout bonnement abandonner sa famille pour aller s'installer avec une Anglaise, laissant sa famille sans le sou. Voilà, il en avait marre de ces règles, qu'il considérait comme beaucoup trop strictes. Il aspirait au confort moderne, aux belles voitures et à faire la fête. Et Barbara, elle, restait pieds et poings liés, car seule une veuve dans sa communauté peut se remarier. Et n'ayant pas un seul dollar en poche, elle s'est retrouvée dans une situation financière dramatique. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Amish, c'est leur solidarité. La communauté a rassemblé 6 000 $ pour qu'elle puisse remplir son frigo et acheter une maison située plus près de celle de Fanny, sa sœur adorée. D'ailleurs, elles étaient plus que des sœurs. On disait d'elles qu'elles étaient de véritables âmes sœurs. De quoi redonner un peu de baume au cœur à la pauvre Barbara. Fanny et elle étaient toutes les deux mamans de familles nombreuses, avec de très jeunes enfants, tous âgés de moins de 9 ans. Mais Ellie a été rattrapée par la réalité. Il est revenu tout penaud quelques mois seulement après être parti. Il avait flambé toutes ses économies et s'était rendu compte qu'en dehors de la communauté, la vie n'était pas si rose que ça. Sans l'argent du magasin acheté par son père, magasin où il travaillait peu et gagnait beaucoup d'argent, il s'est rendu compte que dehors, il devait travailler plus pour gagner des clopinettes. Et ça, hors de question pour Ellie, mais il connaissait la marche à suivre, rien de plus simple, il lui suffisait d'implorer le pardon de sa femme et des dirigeants de la communauté, de se repentir, et le tour était joué. Voilà, Ellie pardonnée et réintégrée. Et à son retour, il n'a rien trouvé de mieux que de s'emparer du peu d'argent de la quête qu'il restait à Barbara. Et sachez qu'il requittera la communauté avant de rebelote revenir sans le sou et des excuses plein la bouche. Et à chaque fois c'est pareil, Barbara a gardé l'espoir que son mari change, comme cette fois, où après être revenu, le père d'Ellie leur avait acheté une nouvelle maison. Elle pensait que ce serait là l'occasion d'un nouveau départ pour son couple, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Ellie n'avait de cesse d'étouffer au sein de la communauté Amish, et il redoublait de violence vis-à-vis de Barbara qu'il considérait comme seule responsable de tous ses malheurs. Il la blâmait, elle, de ne pas pouvoir la quitter. Alors quoi qu'elle fasse ou dise, pour lui, elle avait toujours tort. Mais elle restait forte et soumise, mais un jour, elle a quand même décidé d'aller consulter un thérapeute pour qu'il l'aide à comprendre les sentiments de son mari. Et dès que Ellie a appris ça, il est devenu furieux. Barbara a donc décidé d'arrêter ses séances pour ne pas le vexer, mais elle continuera tout de même d'échanger en cachette et par courrier avec son thérapeute.
L'écriture était devenue son seul exutoire. Elle tenait même un journal intime où elle consignait quotidiennement ses peines et toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans son mariage. Elle n'avait de cesse de se demander comment Élie, qui auparavant était doux, avait pu en arriver à la détester autant, elle qui n'avait rien fait, si ce n'est se plier à ses 4 volontés. Elle y consignait aussi les multiples excuses bidons que son mari utilisait pour aller voir ses maîtresses, son absence de remords lorsqu'elle découvrait ses infidélités, elle qui, malgré tout ce qu'elle endurait, n'a jamais cessé d'aimer son mari. Ce qui nous amène au 1er juin 2009. Elle est alors âgée de 30 ans. Nous sommes alors 3 ans après la première fuite d'Élie. Et ce jour-là, Barbara est chez elle en compagnie de 4 de ses enfants et de 2 de ses neveux. Et comme d'habitude, Élie est absent et Barbara s'occupe seule des petits. Et tout se passe bien jusqu'au soir. Et le soir, il y a de terribles orages et les enfants encore très jeunes sont terrifiés par le tonnerre. Et pour se sentir plus en sécurité, 3 d'entre eux décident de quitter leur chambre située à l'étage pour aller dormir en bas dans la chambre collée à celle de leur mère. Ils se sentent ainsi plus en sécurité près de leur maman. En rentrant chez lui vers 23h, Élie se rend compte que les petits ont changé de chambre et comme ils sont endormis, il les déplace sans les réveiller jusqu'à l'étage pour les mettre dans leur chambre. Puis il s'en va se coucher et sa nuit sera courte puisqu'à 3h du matin, il doit aller pêcher avec ses amis au lac Erie. Donc il s'endort et justement ses amis Steve et Weber arrivent à l'heure comme prévu. Ils garent leur fourgonnette, frappent à la porte, mais aucune réponse. Bizarre. D'habitude, Élie est toujours très ponctuelle. Les 2 amis s'en vont alors frapper à la porte arrière de la maison. Elle est située beaucoup plus près de la chambre où dorment Élie et Barbara. Et pareil, pas de réponse. Alors ils attendent et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Élie finit enfin par sortir. Il s'excuse pour son retard et les amis se mettent en route. Puis, ils font un arrêt pour récupérer 2 autres de leurs amis. À ce moment, Élie est installée à l'avant sur le siège passager à côté de Steve qui conduit. Et si Steve conduit une fourgonnette, vous l'aurez compris, c'est qu'il n'est pas Amish. Donc je précise que les Amish n'ont pas le droit de conduire, mais ils peuvent se faire conduire. Le petit groupe s'arrête ensuite dans un restaurant pour petit déjeuner. Élie touche à peine à son assiette, il semble préoccupé. Puis le petit groupe reprend la route, direction le lac Erie, et pendant le trajet, Élie est scotché à son téléphone portable qu'il couvre avec sa veste pour que personne ne puisse voir ce qu'il fait. Téléphone qu'il n'est pas censé posséder, rappelons-le. Et le seul à être au courant de l'existence de ce téléphone parmi le petit groupe, eh bien c'est celui qui n'est pas Amish, à savoir Steve. Ils atteignent enfin le lac Erie vers 6h du matin. Pendant la partie de pêche, Élie est toujours aussi distrait, il est aussi préoccupé qu'au restaurant et il va même demander à ses amis s'ils n'ont pas vu sa boîte à outils, alors même qu'il la tient dans ses mains. Et un peu plus tard, à la maison, cette fois à 8h du matin, la nièce de Barbara, la petite Suzy, qui a dormi sur le canapé du salon, se réveille. Et elle s'étonne de ne pas voir Barbara. Habituellement, elle est debout avant tout le monde. Barbara profitait toujours que les enfants dorment pour avoir un peu de temps pour elle. Et c'était toujours la même routine. Chaque matin, elle prenait le temps d'écrire dans son journal intime, puis elle rangeait la maison. Et Suzy est encore plus étonnée de voir la petite Lizzie, 2 ans, livrée à elle-même. Alors, Suzy se dit que sa tante est fatiguée. Alors, elle s'occupe de sa cousine et fait le ménage. Elle se dit que Barbara sera ravie de trouver la maison propre à son réveil. Et alors qu'elle s'active à ranger, elle entend ses cousins, Harley, Sarah et Joseph, crier. Mais pas n'importe quel cri, des cris terrifiants. Alors elle se précipite à l'étage et elle les trouve dans la chambre de leur mère. Ils sont en larmes et la scène est déchirante. Barbara est allongée sur son lit, elle semble paisiblement endormie, mais elle est couverte de sang. Elle ne réagit pas alors que les 3 petits la tirent dans tous les sens. L'un d'eux, ils sont tout petits, essaie de lui ouvrir les yeux, son corps est gelé et l'un des enfants finit par arracher la couverture et là, c'est l'horreur, elle a une blessure béante au thorax.
Et la plus âgée, c'est Suzy. Elle n'a que 8 ans et souvenez-vous, il n'y a pas de téléphone à la maison. Alors impossible d'appeler les secours, mais heureusement, on leur a enseigné quoi faire et à qui s'adresser en cas d'urgence. Alors l'un des fils de Barbara enfile ses chaussures et se rend en courant chez leurs voisins les plus proches, Linda et Furman Yoder. Linda saisit immédiatement l'urgence et fonce chez les Weaver. Et la première chose qu'elle remarque en arrivant dans la chambre de Barbara, ce sont ses lèvres bleues. Ensuite, elle voit le sang sur la couverture et sur la poitrine de Barbara. Et elle comprend tout de suite que la douce Barbara est morte. Elle se précipite alors au seul endroit où il y a un téléphone fixe, téléphone que les membres ne peuvent utiliser qu'en cas d'extrême urgence, et elle appelle la police. Et lorsque l'ambulance arrive, il est déjà trop tard. Barbara est déclarée morte à 9h30. Encore une fois, elle n'était âgée que de 30 ans. Et sa chambre devient alors une scène de crime. Et ce matin du 2 juin, la nouvelle de la mort se répand comme une traînée de poudre dans la communauté. Fanny, de retour des courses, croise un voisin, il lui explique ce qu'il s'est passé. Elle est dévastée, elle peine à y croire. Mais la priorité est de foncer rejoindre les petits pour les récupérer. Et lorsque les policiers arrivent sur les lieux, il ne fait aucun doute pour eux qu'il s'agit là d'un homicide. Barbara a des ecchymoses et de légères griffures sur les bras, probablement des blessures défensives. Et elle a aussi une blessure par balle du côté droit de la poitrine. Et il y a aussi une large brûlure circulaire sur la couverture, probablement causée par l'arme du tueur qui devait être extrêmement proche de Barbara lorsqu'il a tiré. Ils excluent rapidement la possibilité d'un cambriolage qui aurait mal tourné parce qu'il n'y a aucune trace d'entrée par effraction. La maison est en ordre, sans compter qu'il y a de l'argent laissé à la vue de tous à plusieurs endroits de la maison. Les policiers pensent aussi que Barbara était la seule personne visée parce que, souvenez-vous, elle était avec les enfants ce soir-là. Les policiers cherchent alors à contacter le mari, Ellie. Ils ne savent pas qu'il a un téléphone portable, alors ils contactent Steve et c'est ainsi qu'Ellie apprend la terrible nouvelle. Et il est prié de se rendre immédiatement au commissariat afin d'y être interrogé. En parallèle, les enquêteurs fouillent la propriété. Ils découvrent 2 armes dans les dépendances et d'un seul coup d'œil, ils en déduisent que ce ne sont pas l'arme du crime car le calibre de l'une est trop gros et le calibre de l'autre est trop petit. Ils ne trouveront rien de concluant chez les Weaver. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est le mobile. Pourquoi s'en prendre à cette jeune femme sans histoire et appréciée de tous? Et les policiers ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savent que très souvent, c'est le conjoint qui est impliqué. Alors il leur tarde de passer Ellie au crible. Et dès le début, il va leur paraître louche. Lorsqu'ils lui apprennent qu'on a tiré sur sa femme et que ce sont ses enfants qui ont découvert le corps, ils sont surpris par le manque de réaction d'Ellie. Il est plutôt calme. Il fait mine d'être bouleversé, mais ne l'est pas vraiment. Ellie leur raconte ce qu'il s'est passé la veille. Il explique être rentré vers 23h d'une précédente partie de pêche. Rien d'étonnant à ça. Il pêchait et chassait énormément. Puis qu'il a discuté un peu avec sa femme qui était déjà au lit, qu'ensuite il a mis au lit ses enfants dans leur chambre, à l'étage, puis qu'il s'est douché et qu'ensuite il s'est couché complètement épuisé. Il explique aussi qu'ayant dormi très peu, il ne s'est pas réveillé à l'heure et que c'est Barbara qui l'a réveillé après avoir entendu ses amis frapper à la porte vers 3h du matin. Après l'avoir réveillé, elle s'est levée pour l'aider à préparer ses affaires. Ils ont brièvement bavardé pendant qu'il s'habillait et il affirme que lorsqu'il est parti vers 3h15 du matin, elle allait très bien. Elle était près de son lit, sur le point de se recoucher. Il explique être sorti en passant par le sous-sol et que dans la précipitation, il ne se souvient pas s'il a, oui ou non, verrouillé la porte. Ensuite, les enquêteurs vont lui poser des questions sur son mariage. Ellie avoue avoir trompé Barbara par le passé, mais il explique qu'il s'était repenti auprès de l'évêque de la communauté ainsi que de sa femme et qu'elle lui avait pardonné. Il ajoute qu'il ne l'a plus trompée depuis et que Barbara et lui mettaient tout en œuvre pour que leur couple fonctionne. Puis les policiers lui ont demandé s'il avait un
téléphone portable pour pouvoir le joindre. Réponse d'Ellie, non. Et enfin, ils ont demandé à faire des tests sur ses mains, ses cheveux et son visage afin de détecter d'éventuels résidus de poudre, ce qu'Ellie a accepté. Et en attendant les résultats, c'est au tour de l'entourage d'être interrogé. Et Fanny, la sœur, ne va pas y aller par 4 chemins. Elle révèle aux policiers tout le mal qu'Ellie a fait à sa sœur pendant leurs 10 années de mariage. Toutes ces aventures qu'ils ne s'étaient pas privés d'avoir avant même leur mariage, toutes les insultes, les humiliations, les coups aussi. Et elle explique que les traces retrouvées sur le corps de Barbara sont peut-être le résultat d'une altercation avec son meurtrier, mais qu'elles peuvent tout aussi bien avoir été causées par Ellie. Elle leur parle aussi de sa brutalité lors de leurs rapports intimes, des choses dégradantes qu'elle était obligée de faire, mais plus important encore, Fanny révèle que peu de temps avant son décès, Barbara lui avait confié qu'elle soupçonnait Ellie de la tromper à nouveau. Et c'était toujours la même chose. Quand il la trompait, il était toujours dehors. Il mentait sur son emploi du temps, par exemple. Il disait partir faire une tâche qui, en principe, prenait une demi-heure et il revenait 5 heures après. Mais comme toujours, Barbara fermait les yeux pour préserver sa famille et son mariage. Elle savait qu'elle se retrouverait complètement démunie s'il partait à nouveau. Fanny leur parle aussi de son journal intime ainsi que de son thérapeute. Et oui, manque de chance pour Ellie. Les sœurs se disaient tout, absolument tout. Puis, Fanny finit par dire aux enquêteurs qu'elle soupçonne Ellie de s'être débarrassée de sa sœur, celle qui, à l'écouter, était la source de tous ses problèmes. Et ce que Fanny ne sait pas, c'est que, bien qu'il n'ait aucune preuve, les enquêteurs soupçonnent eux aussi Ellie d'avoir tiré sur sa femme. Et on y reviendra plus tard, mais sachez que non, ce n'est pas Ellie. Pour l'heure, l'enquête se concentre sur Ellie, force est de constater que son alibi est solide, mais ils ne peuvent s'empêcher de se dire que cet alibi tombe drôlement à pic. Et les résultats du rapport du docteur Lisa Kohler indiquent que Barbara est morte entre minuit et 5 heures du matin. Donc, il est malgré tout à fait possible que ce soit Ellie le responsable. À ce moment, les policiers sont persuadés que les résultats de résidus de poudre finiraient par le confondre. Ils savent d'expérience qu'il reste toujours des microparticules de poudre. Mais voilà, les résultats reviennent négatifs. Les enquêteurs sont surpris, ils sont confus. Ils se demandent s'ils ne font pas fausse route et cette impression sera consolidée lorsque Furman Yoder, le voisin des Weaver et membre de la communauté Amish, les contacte tôt le matin du 3 juin, soit le lendemain des faits, pour les informer qu'un message vocal troublant a été laissé sur le répondeur du téléphone communautaire et qu'ils doivent absolument l'écouter. Et le message a été laissé plus tôt ce jour-là, à 7h36 du matin. C'est la voix d'un homme qui dit, je cite, « Ellie, nous avons eu la mauvaise personne, mais tu ne pourras pas te cacher indéfiniment. » Et donc ce message laisse clairement entendre que la véritable cible était Ellie et non Barbara. Une autre piste s'ouvre alors aux enquêteurs. Ils convoquent à nouveau Ellie au commissariat pour l'interroger. Ils lui demandent s'il n'a pas des ennemis, quelqu'un qui pourrait lui en vouloir. « Non », répond Ellie, « pas à sa connaissance ». Et pour ne négliger aucune piste, les enquêteurs vont tout de même lui poser des questions sur ses multiples maîtresses. Alors Ellie admet avoir trompé Barbara de nombreuses reprises pendant leur mariage, mais il explique qu'il n'a plus aucun contact avec ses maîtresses depuis de nombreuses années. Il se dit blanc comme neige, mais les policiers insistent. Et il remarque qu'il est de plus en plus mal à l'aise. Et finalement, il finit par leur dire qu'il ne répondra plus à leurs questions sans la présence d'un avocat. Les policiers font alors venir son avocat et quand il arrive, il décide de mettre fin à l'interrogatoire. Et sans aucune preuve, les policiers n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir. À ce moment, les policiers n'ont qu'une seule idée en tête, retrouver la maîtresse, celle dont parlait Barbara à Fanny. Ils sont sûrs qu'elle existe. Et pour ce faire, ils décident d'interroger les membres de la communauté Amish. Et là, aux surprises, en les questionnant, ils apprennent qu'en plus d'avoir été infidèle à Barbara à de nombreuses reprises, il a eu une fille avec l'une de ses maîtresses. Et Ellie, le goujat, avait toujours refusé de faire partie de la vie de cette fillette. Et pour éviter que sa maîtresse
ne révèle tout à Barbara. Ils avaient convenu qu'il lui verserait 350 $ par mois. Plus de discrétion, il utilisait pour payer la maman les chèques de son entreprise. Mais ce n'est pas tout. Les policiers vont aussi finir par découvrir l'identité de sa nouvelle maîtresse, celle dont Fanny parlait. Elle existe donc bien. Il s'agit d'une femme de 39 ans du nom de Barb Rubber, que les membres de la communauté amish surnommaient Taxi Lady, en anglais la dame taxi. Vous verrez pourquoi plus tard. Sachez que Barb a été adoptée à l'âge de 6 mois par un couple d'amish, Cathy et Menno Miller. Le couple avait eu 4 petits garçons, mais malheureusement, ils sont tous tombés gravement malades et sont décédés en bas âge. Il semblait que les petits souffraient d'une maladie génétique qu'on ne pouvait détecter à l'époque. Donc le couple avait pris la décision d'adopter 3 petites filles, dont Barb, qui était la cadette de la famille. Et alors que les aînées étaient douces, gentilles, attentionnées et bienveillantes, c'était une autre paire de manches concernant Barb. C'était une menteuse compulsive, elle n'avait de cesse de mentir pour un oui ou pour un non. Et Barb a fait la connaissance de son mari, Edward, qui était également amish, à l'âge de 22 ans. Toutefois, plus tard, ils ont tous les deux décidé pour des raisons personnelles de quitter la communauté amish afin de rejoindre l'église ménonite. Et les ménonites sont certes très conservateurs, mais bien moins que les amish. Les ménonites ont le droit d'avoir des téléphones portables, des téléviseurs, et surtout, ils peuvent conduire et posséder une voiture, ce qui n'est pas le cas pour les amish. Et Barb, qui a grandi dans la communauté amish, a très vite compris qu'elle pouvait se faire énormément d'argent grâce à son véhicule. Elle a donc pris l'initiative de proposer ses services de taxi aux membres de la communauté amish de sa zone de résidence. C'est pour cette raison qu'elle avait été surnommée la Taxi Lady. Et effectivement, grâce à cette activité, elle a rapidement gagné beaucoup d'argent. D'un point de vue extérieur, Barb semblait vivre le rêve américain. Elle était propriétaire d'une belle maison, elle avait plusieurs véhicules et possédait même un... Son mariage semblait solide, elle avait 3 beaux enfants, mais malgré tout ça, elle était déprimée et anxieuse, sans compter qu'elle négligeait ses enfants et qu'elle enchaînait les liaisons avec des hommes de la communauté amish voisine. Et beaucoup la soupçonnaient d'être la maîtresse d'Ellie parce que les deux passaient énormément de temps ensemble. Elle avait l'habitude de le promener partout en ville en voiture. Les policiers décident donc de s'intéresser de plus près à cette Barb. Ils contactent Barb par téléphone afin de lui demander si elle sait quelque chose sur la mort de Barbara, mais aussi afin de discuter plus en détail avec elle de la nature de la relation qu'elle entretient avec Ellie. Au cours de cette conversation, Barb admet rapidement qu'Ellie et elle ont eu une liaison, effectivement. Elle explique qu'elle le connaît depuis environ 4 ans et qu'elle l'a rencontré au moment où elle a commencé à proposer ses services de taxi. Il était alors à la recherche d'un chauffeur et elle explique que dès leur première rencontre, ils ont eu un véritable coup de foudre. Au départ, ils ne faisaient que flirter ensemble, mais leur relation est rapidement devenue beaucoup plus sérieuse et charnelle, jusqu'à ce que les deux décident de mettre un terme à leur relation 6 mois avant la mort de Barbara. Elle affirme qu'ils ont donc pris cette décision d'un commun accord pour protéger leur famille et ne pas mettre en péril leur mariage. Mais elle explique aussi qu'elle a continué à prendre Ellie et ses amis comme clients, parce que si elle avait brusquement refusé de les prendre, leur entourage aurait trouvé ça suspect. Mais elle insiste. Depuis leur rupture, jamais plus elle ne s'est retrouvée seule avec lui dans son véhicule. Les policiers constatent que Barb est bien plus bavarde qu'Ellie, alors ils décident de la convoquer au commissariat pour un interrogatoire. Ce qu'ils veulent surtout, c'est en apprendre davantage sur son alibi la nuit du meurtre, parce qu'il s'avère que Barbara avait confié de son vivant à sa sœur et à son thérapeute avoir peur d'être un jour assassinée par l'une des maîtresses de son mari. Les enquêteurs lui demandent donc ce qu'elle faisait le soir du meurtre. Barb explique qu'après avoir récupéré Ellie et ses amis sur le lieu de leur partie de pêche, elle les a déposés chez eux, puis qu'elle est rentrée chez elle vers 23h. Elle a déclaré qu'elle a ensuite passé toute la nuit chez elle, et elle a ajouté que son époux, Edward,
était en mesure de confirmer son alibi car il était présent au domicile ce soir-là. Néanmoins, avant même d'avoir le temps d'entrer en contact avec l'époux de Barb, les policiers reçoivent un appel inattendu. Celui d'une femme de 25 ans nommée Dandi Isley. Elle les contacte pour leur dire qu'elle a eu une liaison avec Ellie 2 ans auparavant. Elle leur raconte avoir rencontré Ellie 2 ans plus tôt sur le site de rencontre Mocospace. Mocospace est un réseau social mobile, incluant un chat, sur lequel on peut poster des photos ou s'envoyer des messages instantanés. Et sur le site, il y a une section pour les rencontres. Et c'est de cette manière que Dandi a fait la connaissance d'Ellie. Son pseudo était l'étalon Amish, et sur son profil, il avait noté, je cite, « Qui veut se faire un Amish ?» Il avait également posté de nombreuses photos de lui torse nu. Et en creusant un peu plus, les détectives découvrent qu'Ellie avait échangé avec de nombreuses femmes sur ce chat. Ils découvrent également qu'il n'avait pas seulement un profil sur Mocospace, non, il en avait des tas sur nombre de sites de rencontres. Et selon Dandi, lors de leurs nombreuses conversations téléphoniques, Ellie lui avait dit des choses assez bizarres et perturbantes sur sa femme. C'est donc à ce moment que les enquêteurs découvrent qu'Ellie a un téléphone portable. Selon Dandi, Ellie était un homme très charismatique et sociable. Il était à l'opposé du cliché de l'homme amish, timide et réservé. Leur relation n'avait pas duré très longtemps et ils ne se sont vus qu'à de rares reprises. La plupart du temps, ils se retrouvaient dans son magasin d'articles de chasse ou pour aller boire un verre ensemble. Ils ont très vite réalisé que leur relation ne marcherait pas. Néanmoins, étant donné qu'ils s'entendaient bien, ils étaient restés amis. Ils étaient amis depuis environ 1 an lorsque, lors d'une conversation, après lui avoir rappelé encore et encore à quel point son mariage le rendait malheureux, il lui a dit qu'il aurait aimé savoir comment faire pour tuer quelqu'un. Il lui avait même dit un jour, sur le ton de la plaisanterie, que si un jour elle croisait Barbara, elle ne devait surtout pas hésiter à la heurter avec son véhicule. Et toujours d'après Dandi, elle a réalisé qu'elle devait prendre ses distances avec lui lorsqu'un jour, il lui a expliqué en détail quel type de champignon vénéneux pouvait entraîner la mort d'une personne. Elle a dit qu'à l'époque, elle n'avait pas vraiment pris les propos d'Ellie au sérieux, mais qu'après avoir entendu parler du meurtre de sa femme, elle était convaincue qu'elle devait absolument informer la police de ce qu'Ellie lui avait dit. Les policiers demandent alors à Dandi si elle peut les aider à entrer en contact avec Ellie pour lui faire avouer son crime. Dandi accepte. Elle tente d'appeler le numéro sur lequel elle avait l'habitude de le contacter, mais le numéro ne fonctionne pas. Les policiers lui demandent alors de créer un nouveau compte sur Mocospace pour le contacter, et elle le fait et envoie un message à Ellie via Mocospace. Elle lui dit dans ce message qu'elle a entendu parler de la mort de sa femme, qu'elle veut savoir si c'est vrai, et elle lui laisse son numéro de téléphone portable. Elle se dit que ça va sûrement marcher, puisqu'après tout, ils se sont quittés en bons termes. Et ça va marcher, puisque seulement quelques minutes après, Ellie l'appelle et lui confirme la nouvelle. Ce qui étonne Dandi, c'est qu'il a l'air dépourvu d'émotion. Mais quand elle veut en savoir plus, méfiant, il lui dit qu'il ne peut rien lui dire et promet de la rappeler plus tard, chose qu'il ne fera jamais. Et les policiers n'en restent pas moins satisfaits puisqu'ils disposent désormais du numéro de téléphone d'Ellie. Mais ce n'est pas tout ce que va leur apprendre Dandi. Elle leur permet aussi de retrouver de nombreuses femmes avec qui Ellie avait échangé sur des sites de rencontres et qui avaient vécu des expériences similaires à la sienne. Plusieurs d'entre elles ont dit aux enquêteurs qu'il leur avait demandé si elle connaissait quelqu'un disposé à tuer sa femme moyennant finance. Naturellement, aucune d'elles ne l'avait pris au sérieux. Elles pensaient que ce qu'il leur racontait était simplement une plaisanterie de mauvais goût, sans plus. Toutes à l'exception d'une jeune femme nommée Tabitha. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'Ellie lui avait demandé des informations sur la mort au rat. Il lui avait demandé de l'aider à déterminer quelle quantité de poison était nécessaire pour tuer autre chose qu'un rat. Il était même allé jusqu'à lui dire qu'il allait ajouter un peu de mort au rat dans la boisson que sa femme consommait chaque soir avant de se coucher pour se débarrasser d'elle. Mais il a ensuite ri et lui a dit que c'était là une simple blague. Les policiers vont ensuite se tourner vers l'opérateur mobile d'Ellie. Ils vont lui demander de leur fournir les relevés téléphoniques et les contenus de ses messages
afin de savoir avec qui il était en contact et, oh surprise, il découvre que cette ligne est au nom de Barb. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir qu'Ellie et Barb étaient en communication constante et que non, ils n'ont pas rompu 6 mois avant. Le contenu de leur message était à la fois romantique et suggestif, sans compter qu'ils vont découvrir que pendant plus d'1 an, ils se sont échangés des messages sur les différentes façons possibles de tuer Barbara afin de pouvoir vivre leur relation au grand jour. Barb a proposé d'utiliser un poison pour raton laveur, trop long pour Ellie. Il n'aurait pas eu la patience d'attendre aussi longtemps. Dans une autre série de messages, Ellie avait dit à Barb qu'il avait acheté de la mort au rat, puis ils ont parlé de placer 1 ou 2 bouteilles de CO2 sous son lit et de laisser du gaz s'échapper afin de l'intoxiquer. Et la méthode la plus horrible qu'ils aient mentionnée a été suggérée par Ellie, à savoir faire exploser la maison avec ou sans les 5 enfants à l'intérieur. Selon Ellie, ce n'était pas bien grave qu'ils meurent, puisqu'étant jeunes et innocents, ils iraient tous au paradis. Et en fin de compte, ils ont convenu que la meilleure solution serait de l'abattre. Évidemment, ce n'était pas lui qui allait faire le sale boulot, c'était sa chair et tendre qui allait s'en charger. Il avait en réalité, et comme vous l'avez probablement déjà compris, essayé de convaincre auparavant ses ex-maîtresses, mais aucune n'avait l'air assez réceptive. Et dans les échanges de textos entre les 2 amants la veille du meurtre, Barb disait être nerveuse et avoir peur de ne pas être capable de tuer Barbara. Et Ellie n'avait de cesse de la rassurer et de l'encourager. On comprend qu'à ce moment, Barb semble chercher des excuses pour ne pas avoir à tuer Barbara. Mais peu importe l'excuse qu'elle trouvait, Ellie avait toujours une solution. Il n'en faut donc pas plus aux enquêteurs pour arrêter Ellie et Barb. Nous sommes seulement quelques jours après le meurtre de Barbara, le 10 juin 2009, à la suite de quoi les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner le domicile de Barb. Ils récupèrent 2 téléphones portables, 2 ordinateurs portables, et en analysant les ordinateurs portables, ils découvrent que Barb avait fait de nombreuses recherches sur Google sur les différentes manières de supprimer une personne le plus rapidement possible. Elle a effectué au total plus de 800 recherches. Les enquêteurs vont tenter de faire cracher le morceau à Ellie, mais sans succès. Et c'est finalement Barb qui va cracher le morceau. Elle leur explique qu'elle est tombée follement amoureuse d'Ellie dès qu'ils se sont rencontrés et que leur relation a connu beaucoup de hauts et de bas et qu'ils devaient s'organiser afin de pouvoir se voir pour partager quelques moments volés dans le dos de leurs partenaires respectifs. Elle explique qu'ils étaient en communication constante via le téléphone secret d'Ellie. Et puis un jour, il a commencé à lui suggérer de se débarrasser de Barbara au motif qu'elle a commencé à se douter qu'il avait une liaison. Puis il lui a expliqué vouloir se marier avec elle, mais comment faire ? Il ne peut pas divorcer. Et là, la graine était plantée. Selon elle, elle a été manipulée par Ellie. Elle n'a, selon elle, toujours jamais réellement voulu tuer Barbara. Et si elle s'est décidée à le faire, c'était pour faire plaisir à Ellie, la seule personne qui lui donnait l'impression d'être aimée, l'impression d'être spéciale. Elle ne se doutait pas qu'en parallèle, il multipliait les relations extra-conjugales. Et les deux se doutaient qu'Ellie allait être le premier à être soupçonné, puisque c'est son mari. Et donc, pour éviter que la police ne retrouve des traces de poudre sur ses mains, les deux en ont conclu que c'était elle qui devait se charger du sale boulot. Ellie a aussi pris soin de se constituer un alibi en invitant ses amis à une partie de pêche le jour du drame. Et c'est pour encore plus brouiller les pistes que Barb a utilisé une arme appartenant à son mari, arme qui, je le précise, ne sera jamais retrouvée. Et voici ce qui s'est passé selon elle. La nuit du meurtre, elle a quitté sa maison après que son mari se soit endormi sur le canapé. Elle est ensuite montée dans sa voiture pour se rendre chez les Weaver. À 3h37 du matin, elle a envoyé un message à Ellie pour lui demander où elle devait se garer afin d'éviter d'être remarquée par les voisins. Ellie, qui avait quitté le domicile un quart d'heure plus tôt, lui a indiqué de se garer derrière les pins, un peu plus loin, et de se faufiler à l'aide d'une lampe torche jusqu'à la porte du sous-sol, laissée ouverte. Après s'être garée, Barb
a traversé les bois. Elle s'est ensuite glissée discrètement à l'intérieur de la maison pendant que tout le monde était endormi. Et après avoir pénétré dans la chambre de Barbara, elle l'a trouvée profondément endormie dans son lit. Et Barb va tenter une dernière pirouette auprès des enquêteurs. Elle va leur dire qu'une fois dans la chambre de Barbara, elle a finalement décidé de juste lui faire peur, mais qu'elle a accidentellement appuyé sur la gâchette et tiré une balle à bout portant dans sa poitrine en se penchant sur elle. Et bien sûr, se sont dit les policiers. En apprenant ça, son mari Edward est tombé des nues. Il a appris qu'en plus d'avoir été cocu, sa femme avait tué la femme légitime. C'est du moins ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Cependant, les enquêteurs pensent que, prise de remords ou dans la panique, Barb a avoué le crime à son mari, puisque lors d'un appel téléphonique entre les deux époux enregistré par la police, ils ont parlé d'une arme dissimulée quelque part. Et Barb lui avait dit que si des gens venaient à le voir pour lui poser des questions, il ne devait en aucun cas mentionner ce qu'elle gardait dans le camping-car. Edward lui avait alors répondu qu'il ne dirait rien, et quand Barb lui a dit « Tu sais pourquoi ?», il lui a répondu « Oui, je sais ». Il lui avait même demandé s'il y avait ses empreintes dessus, ce à quoi Barb avait répondu ne pas savoir, mais pensait que oui, puisqu'elle l'avait touchée en la plaçant dans son étui et en la déplaçant du camping-car à un autre endroit non spécifié. Interrogé, Edward va tout nier en bloc pour finalement avouer que oui, sa femme lui avait bien parlé d'une arme. Il dit qu'il ne savait rien de plus, si ce n'est que c'était grave. Et selon lui, elle lui a dit avoir confié l'arme à un certain David Weaver, qui n'est pas de la famille d'Ellie, même s'ils ont le même nom de famille. C'est en réalité un ancien amant de Barb, devenu ami. Ellie, quant à lui, a d'abord catégoriquement nié toute responsabilité dans le meurtre de Barbara, mais sur les conseils de son avocat, quelques semaines avant son procès, il a finalement conclu un accord avec le procureur. Il a accepté de témoigner contre Barb et a plaidé coupable. Il a expliqué que c'est Barb qui a suggéré l'idée de se débarrasser de Barbara, mais il a toutefois avoué qu'il n'a jamais rien fait pour la dissuader de commettre le crime. Alors le croira qui voudra. En tout état de cause, il bénéficiera d'une réduction de peine puisqu'il sera condamné le 17 août 2009 à 15 ans de prison à la prison à vie. Il pourra donc demander une libération conditionnelle cette année, en 2024. Et pour l'heure, il est toujours en prison. Le procureur a également proposé un accord à Barb, mais elle a rejeté son offre. Elle a maintenu son innocence et a souhaité qu'un procès ait lieu pour, justement, prouver son innocence. Le procès de Barb a débuté le 16 septembre 2009. Aucun membre de la communauté Amish n'a été retenu pour être membre du jury, puisque la foi Amish leur enseigne qu'il faut pardonner quel que soit le crime commis. Pendant le procès, les avocats de Barb ont déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer Barbara, qu'elle voulait simplement lui faire peur et que le coup était parti tout seul. Mais selon la partie adverse, Barb était tout simplement jaloux de Barbara et elle voulait prendre sa place. Les messages et l'historique de Barb prouvent l'intention et la préméditation selon le procureur. Il a même fait comparaître David Weaver à la barre. Il connaissait Barb depuis environ 6 ans. Il avait lui aussi quitté la communauté Amish, c'était en 2007. Et en échange d'une immunité, il a avoué que c'est lui qui a laissé le message sur le répondeur de la communauté le lendemain du crime. Il a expliqué que même s'il trouvait la demande de Barb étrange, il a simplement fait ce qu'elle lui avait demandé, sans lui poser de questions. Ellie a lui aussi témoigné contre Barb. Il a déclaré que c'était elle qui avait suggéré en premier l'idée de se débarrasser de Barbara afin qu'ils puissent être ensemble. Lors du procès, Barb a changé sa version des faits. Elle a finalement affirmé ne jamais s'être rendue au domicile de la famille Weaver la nuit du drame. Ils ont expliqué que les policiers n'avaient pas trouvé son ADN ou ses empreintes dans la maison et qu'ils n'avaient même pas retrouvé l'arme du crime. Ils ont prétendu que c'était en fait Ellie qui avait appuyé sur la gâchette. Ils ont affirmé que c'est lui qui a assassiné Barbara vers 2h du matin, 1 heure avant de partir pêcher avec ses amis, et qu'il avait injustement accusé Barb. Mais le jury n'a pas été convaincu, et après 5 heures de délibération, Barb a été condamnée pour meurtre
aggravée et elle a écopé d'une peine de 23 ans de prison jusqu'à une potentielle peine à perpétuité. Barb, sachez-le, est incarcérée à la prison pour femmes de l'Ohio et son mari, Edward, lui est resté fidèle et il lui rend visite de temps en temps. Ellie, quant à lui, même derrière les barreaux, n'a pas changé, c'est toujours un coureur de jupons. Il est en contact avec de nombreuses femmes amish, qui sont pour la plupart veuves, et il est triste de penser qu'une fois libéré de prison, il aura de nombreuses femmes à ses pieds, des femmes qui ne sont pas effrayées à l'idée d'avoir une relation avec un homme qui a fait assassiner son épouse. Quant à la famille de Barbara, elle est convaincue qu'elle serait toujours en vie si la communauté amish à laquelle elle appartenait avait définitivement exclu Ellie après ses nombreuses incartades, ou tout simplement si Barbara avait pu divorcer. Sachez que la mort de Barbara a contribué à faire évoluer les mentalités dans sa communauté concernant les violences conjugales. Les femmes sont désormais beaucoup plus prises au sérieux et maintenant, en cas de problèmes conjugaux, il est fortement recommandé aux couples de suivre une thérapie de couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez nous écouter en podcast sur les Ukraine Sisters, nous suivre sur TikTok ou encore Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire, les amis.